Ok, merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais reprendre quand même des choses qui ont été un petit peu dites. Ça risque d'être un petit peu redondant quelquefois, mais c'est peut-être important d'avoir différentes voix pour exprimer ces choses et pour pouvoir échanger ensemble. Les interdits autour de la mort nous atteignent toutes et tous dans nos relations et dans nos liens. L'oubli, l'empêchement ou l'interdit de ce qui nous relie à la vie, de ce qui relie à la vie celui qui est sur le chemin de la mort, atteint la personne qui est en train de mourir ou qui est morte, ses proches, mais aussi la communauté des vivants. Le déni de reconnaissance du mort est un oubli qui va jusqu'à l'exclusion et l'invisibilisation qui viole la limite entre le monde des vivants et le monde des morts. Et cette violence est importante puisqu'elle s'exerce en faisant atteinte à la personne morte, aux proches, mais à toute l'humanité dans sa dimension de vivante, au statut même de vivant. Donc ça nous concerne tous en fait. Les liens et les reliances qui se jouent autour de la mort mobilisent les liens à soi-même et aux autres. Ils ouvrent le chemin du deuil pour les plus proches et pour les proches, mais aussi tout un travail de notre identité individuelle et de notre identité collective. Ces ressources sont essentielles pour construire une cohésion psychique et physique au niveau individuel pour la personne et au niveau collectif, social. Dans ces moments, toute violence exercée par des êtres ou des systèmes humains va entraîner des effets directs ou indirects sur les victimes qui subissent ces violences. Autour de la mort et du deuil, les personnes sont avec une vulnérabilité augmentée. Les proches par la douleur, bien sûr, mais aussi nous toutes et tous, parce que la mort rappelle quelque chose qui est de l'ordre de l'appartenance et de la condition humaine, et d'une certaine façon fait obligation de conscience sociale et de construire société. Donc nous sommes tous concernés. Nous ne sommes pas tous dans la douleur comme les plus proches, que nous avons à respecter leur place, chacun sa place, mais d'une certaine façon, lorsque le mort où la personne va mourir, il quitte le monde des vivants, nous avons à l'aider et à préparer ce départ pour permettre aussi de réorganiser nos places, notre identité et notre sécurité. Je pense que dans ce moment, il y a quelque chose de l'ordre d'une opportunité qui est de se mettre face à notre destin de mortel et de construire quelque chose de plus commun au niveau de nos vulnérabilités partagées, de la précarité radicale, qui nous permet de découvrir et de fonder ou de redécouvrir et fonder des valeurs communes, évidemment pour construire des solidarités, mais aussi pour construire des relations dans le respect mutuel et la confiance. Donc tous ces temps sont essentiels et fondateurs. Si nous sommes tous mortels, nous n'avons pas tous le même chemin pour aller vers la mort. Il y a effectivement des inégalités, des choses différentes. Et lorsque quelqu'un passe le seuil de la mort, ça a une influence sur la vie des autres. Il est interdit d'exercer un pouvoir de mort sur l'autre. Il est interdit aussi d'en exercer la violence ou la menace. Eh bien, il est une violence qui est contagieuse et qui contamine, qui consiste à faire comme si l'autre n'était pas vivant ou n'avait pas été vivant. Il suffit d'empêcher le deuil. Alors dans l'histoire, on a vu, l'histoire des êtres humains témoigne de moments où on n'a pas respecté la vie, des moments où on a atteint l'identité individuelle et l'identité collective. De façon plus contemporaine, on voit des résistances qui émergent et qui vont demander la reconnaissance
en comptant même les morts, en dénombrant les morts, la reconnaissance du droit à être pleuré, du droit à la dignité et du droit à la vie enfin, à être respecté dans sa vie une fois mort, pour les personnes comme on le voit dans les combats pour les morts sans abri qui meurent en nombre et à un âge précoce, mais on l'a vu aussi pour les féminicides, on l'a vu pour les infanticides, on l'a vu à d'autres époques un peu différemment pour la place des malades du sida et pour qu'elle leur soit reconnue, ou à d'autres combats comme le deuil en périnatalité. Eh bien, toutes ces résistances et encore bien d'autres sont comptables de la complexité des situations et de la nécessité d'engager nos responsabilités et de le faire savoir. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous et qui peut tous nous ébranler, mais pas pour donner de la fragilité, plutôt pour donner de la force, je crois. Je souhaitais parler aussi d'autre chose dont vous avez déjà tous parlé, ou toutes d'une certaine façon, qui est que l'expérience de la Covid-19 a mis la santé et le soin sous des projecteurs qui ont été un petit peu aveuglants quelquefois. Il est un interdit dans le monde du soin et de la santé, dans le monde du social, parmi les professionnels de la santé et du social, il est comme interdit de s'approcher de la mort et du deuil. Alors certes, si on s'ébranle dans le chemin du deuil, on risquerait de perdre et d'être fragile ou d'être faible peut-être en rendement. Mais comment peut-on prendre soin de la vie si on ne reconnaît pas la vie à celui qui chemine vers la mort? Mais quel est ce paradoxe qui demanderait à prendre soin de la vie sous influence d'un interdit de reconnaître la vie, c'est-à-dire de dénier la vie, l'exclure et la dénier? Eh bien, ce paradoxe peut aller jusqu'à des injonctions extrêmement contradictoires, quelquefois, voire à des prescriptions de l'impossible, car si on réduit la vie à des nombres, à une technique et à un rendement, on exclut la vie. Je crois qu'au creux de ce paradoxe, un risque est important, qui est que il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre d'un pouvoir face à l'absence du tiers. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de tiers, jusqu'où ça pourrait aller? Or, dans l'expérience récente de la Covid-19, même si toutes ces dernières années, nous avions quand même vu la place des familles, la place des proches reconnus dans le monde du soin, la place des expertises partagées, la place des associations de malades, des associations d'usagers. Eh bien là, dans l'expérience de la Covid-19, il n'y avait pas les autres, pas d'autres. Je crois qu'en tant que professionnels de la santé et du social, nous sommes souvent les maillons par lesquels peut passer quelque chose qui peut faire mal, une violence qui peut faire mal. Et professionnels comme citoyens, comme endeuillés, nous pouvons très bien subir quelque chose qui fait mal sans en prendre conscience. Parce que pour prendre conscience de quelque chose qui fait mal, il s'agit de ne pas le banaliser. Il s'agit de ne pas lisser la violence. Il s'agit de reconnaître l'état de victime et l'accès aux droits. Il s'agit aussi de reconnaître la précarité radicale et de la mettre en partage. Eh bien, tout cela se joue comme simplement autour de la mort et du deuil, dans la reconnaissance et le partage du deuil, à condition bien sûr que l'on ne l'empêche pas et évidemment encore mieux que l'on ne l'interdise pas. Lutter contre la maladie ne suffit pas pour défendre la santé. Nous avons besoin dans le soin des personnes elles-mêmes, mortes ou vivantes. Nous avons besoin des proches et nous avons besoin des représentants. Autour de la mort, les proches constituent le tiers indispensable à la représentation de l'altérité.
de l'altérité du patient en premier lieu. Et donc, les proches constituent aussi le tiers indispensable à la représentation symbolique de la loi. Je ne parle pas là des procédures et des process, je parle d'une sorte de loi éthique ou de l'essence éthique importante à toute consigne prescrite ou toute loi écrite. Le deuil est un chemin à reconnaître au plus proche, auquel nous avons à nous associer en fonction de notre place par rapport aux défunts et dans la société. Le deuil nous permet de reconnaître l'altérité et dans cette reconnaissance de l'altérité, de faire ensemble résistance et cohésion, on pourrait dire éthique et société. Merci Régine de cette super intervention de psychanalyste, psychologue, psychiatre. Et donc, il y a toute une dimension, j'allais dire, technique, profonde. J'espère qu'on aura un petit texte aussi de synthèse qu'on pourra mettre en ligne pour les gens qui veulent revoir ces points absolument essentiels que tu nous as permis de partager avec toi. Avant de donner la parole pour qu'on puisse échanger, j'aimerais, si c'est possible, que Stéphanie Bataille intervienne, puisque je lui ai donné la parole au tout début. Oui. C'est vrai que c'était intéressant que tu interagisses par rapport à d'abord ce qui s'est dit, ce que tu as perçu dans ce qui s'est dit, et aussi l'expérience que tu as déployée. Et après ton intervention, on fera à nouveau un tour de discussion entre les uns et les autres par rapport à ces trois belles deux interventions. Probablement, la tienne, ça sera la troisième belle intervention.